j'ai jasé avec Constant Awashish, grand chef de la nation Atikamekw. La nation Atikamekw, c'est une des 11 nations autochtones qui vivent au Québec. Son territoire, c'est le Nitaskinan. Il y a 3 communautés, Obidjiwan, Wemotaci et Manouan. Constant dédie sa vie professionnelle à défendre les intérêts d'environ 8400 Atikamekw. On a parlé de l'attitude du gouvernement de François Legault face aux questions autochtones. C'est une de mes questions que je me pose régulièrement. Pourquoi ici au Québec, on n'est pas capable d'avoir des bonnes ententes avec les Autochtones alors que dans d'autres provinces, il y a quand même des belles ententes. Il y a des stratégistes, il y a des gens qui prennent des décisions. Malheureusement, c'est les décisions qu'ils ont prises malgré nos réticences. C'est la réalité dans laquelle nous vivons actuellement avec ce gouvernement-là. On a jasé de développement durable. Il y a moyen de faire du développement sans nécessairement tout saccager ou sans mettre à risque. Il y a des technologies aujourd'hui qui vont permettre d'éviter des catastrophes, mais il faut juste mettre l'argent nécessaire. On a parlé du lien entre les investisseurs internationaux et les revendications autochtones. Leur investissement n'est pas sécurisé. Ils ne veulent pas avoir un risque là, que le projet tombe après avoir investi plusieurs millions ou des milliards. C'est ce qui incite les gouvernements à s'asseoir avec les Premières Nations et d'avoir des ententes. On a jasé de l'impact du passé sur le présent. Puis je comprends la réalité des problèmes sociaux également, puis c'est ce que les gens nous ramènent toujours à ça. Ouais, mais on a la difficulté à faire travailler votre monde, ils se découragent rapidement, mais c'est normal. Quand ça fait 200 ans que tu te fais dire que tu es un moins que rien, que tes ancêtres c'est des moins que rien, que la société s'est développée, puis que tu entends des préjugés, des stéréotypes qui ont été nourris au fil des années par surtout l'avènement des pensionnats. Il faut que les gens puissent comprendre qu'il y a eu des préjugés, il y a eu des stéréotypes qui ont été véhiculés pendant des années, puis qu'il faut se débarrasser de ça. Parce que c'est ce qui continue à nourrir ce mur-là, puis c'est ce qui continue à nourrir là, cette méfiance mutuelle. Puis, on a jasé de l'avenir. Moi, je m'imagine souvent, où est-ce que je veux voir les Atikamekw dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans? Je veux qu'ils puissent parler leur langue, je veux qu'ils puissent connaître leur identité, je veux qu'ils puissent connaître leur savoir-faire, leur capacité ancestrale d'utiliser le territoire. Un jour ou l'autre, il faut travailler ensemble. C'est ça, la réconciliation. Toute la plus-value que ça va apporter, qu'on puisse enfin avoir un sentiment d'appartenance, qu'on ne soit pas juste des maudits Indiens, qu'on soit un frère et sœur, qu'on se respecte mutuellement. C'est ça la réconciliation. Constant Awashish est une source incontournable au Québec quand vient le temps de parler des droits et des revendications autochtones. Non seulement parce qu'il est avocat de formation, mais aussi parce qu'il est personnellement impliqué dans les négociations avec nos gouvernements, que ce soit au sujet du territoire, du développement socio-économique, des services à la population ou de la protection de la culture et de la langue. T'as les codes de temps au bas de l'écran si jamais tu veux sauter d'un sujet à l'autre. Voici la discussion qu'on a eue, qui a commencé avec la question « Comment est-ce que le Conseil de la Nation Atikamekw a été créé? » Les pourparlers ont commencé fin des années 70, là, suite à un mouvement civique des droits autochtones. Également, la construction des barrages, à Bay James, toutes les négociations qui avaient eu lieu par rapport à ça également. Ça a créé quand même un momentum chez les Premières Nations. La déclaration de Malouf ici au jugement Malouf, je veux dire, ici au Québec. Et également, il y a un jugement aussi en Colombie-Britannique qu'on appelle Calder en 1969. Ça venait reconnaître les droits des Autochtones sur le territoire. Puis à partir de ce moment-là, il y a eu une montée je pense, d'affirmation chez les Premières Nations. Puis ça a amené certains mouvements, création d'organisations. Puis chez nous, les Atikamekw, il y a eu une partie qui a été créée plus large, que je vais vous parler tantôt. Au niveau de la nation Atikamekw, fin des années 70, les gens discutaient pour justement mettre en commun nos efforts, nos ressources, pour pouvoir offrir des services à la population des 3 communautés Atikamekw. En 1982, ça s'est concrétisé. Puis il y a eu la création du Conseil de la nation Atikamekw qui offre des services en réalité. Puis à la base, c'était vraiment des services, c'était lié beaucoup à la négociation territoriale. Parce qu'il y avait un bureau qui avait été créé également parallèlement à ça, ça s'appelait le CAM. OK. Le Conseil Atikamekw-Montagnais, qui, eux, avaient le mandat de négocier avec les gouvernements
les revendications territoriales globales. Suite à la création dans les années 70 de la politique de revendication territoriale globale du gouvernement fédéral. Là, le CAM, ouais, c'est ça, c'est beaucoup d'informations. Le CAM, c'était relié au Conseil de la Nation Atikamekw. C'est comme un département, si on veut? Ben, le CAM, c'était le Conseil Nation Atikamekw et Innu. OK. Dans le fond, montagnais, Atikamekw montagnais. À cette époque-là, ils se faisaient plus appeler montagnais. Aujourd'hui, c'est Innu. Eux avaient le mandat de négocier justement la revendication territoriale globale. Puis finalement, là, début des années 90, en 92, 93, 94, il y a un changement. Les Atikamekw se sont séparés du CAM. Il y a eu dissolution du CAM, les Inuits sont partis de leur côté, les Atikamekw sont partis de leur côté, puis on a continué à faire la négociation par la suite là, de notre propre gouvernail, je vais dire ça comme ça, au sein de la Nation Atikamekw, les 3 communautés. Là. OK. Puis... Mais le Conseil de la Nation Atikamekw a vraiment été créé en 1982, là, qui avait pour but d'offrir des services là, aux 3 communautés. Là. OK. Peux-tu revenir sur la politique? Tu as parlé de la politique fédérale. Comment ça s'appelle? Puis comment est-ce que vous avez été impliqué? C'est quoi le lien avec le Conseil de la Nation Atikamekw? OK. Ben, justement, là, parce que l'histoire remonte loin. Il faudrait quasiment revenir premier contact, ensuite tout le partenariat économique, le partenariat également là, civique, on va dire ça comme ça. On était des collaborateurs. On n'était pas contre nécessairement la venue de nouveaux arrivants à cette époque-là. On voyait ça d'un bon œil. Mes ancêtres voyaient ça d'un bon œil. Eux voyaient ça comme un partenariat économique, une collaboration également. On était des alliés à certains points au niveau militaire. Il y a eu toute une collaboration pendant un bon moment. Puis suite à ça, on devenait de moins en moins nombreux par rapport à la population qui arrivait. On devenait de moins en moins nécessaire, si je pourrais dire ça comme ça. Et il y a eu des mouvements là, qui se sont installés là, au niveau politique. Quand je dis au niveau politique, à l'Automne. Et les Autochtones sont devenus quelque chose qu'il fallait régler. Pour certains individus, les Autochtones, c'était un problème au développement, problème pour faire du développement économique et accès aux ressources naturelles. Puis d'autres, tu voyais les Autochtones comme des gens qui étaient non civilisés et qu'il fallait éduquer et qu'il fallait aider. Certaines personnes voyaient les Autochtones non civilisés, ça venait peut-être pas de la bonne place. Il y avait un regard condescendant face aux Autochtones. Puis il y en a d'autres qui se disaient, mais il faut les aider, ils font pitié. On peut dire que tout le monde avait un intérêt commun, qui s'occupait des Autochtones. Il y en a quelques-uns là-dedans qui avaient un intérêt qui venait de la bonne place. Hein? Puis tout le monde ensemble, il y a eu des mouvements politiques et il y a eu l'avènement éventuellement de la Constitution canadienne là, qui a été créée en 1876, si je me souviens bien, je me souviens plus des dates. Là. Et suite à ça, c'est là que la division des pouvoirs s'est produite entre les provinces et le fédéral. Au niveau fédéral, le fédéral était responsable de s'occuper des Indiens avec 94-24. Et c'est ce qui lui donnait le pouvoir là, de légiférer sur les Autochtones, les Indiens qui appelaient, là. Qui appellent encore ça, comme ça. Là. Et par la suite, en 1886, je crois, il y a eu l'avènement de la loi sur les Indiens, qui était à l'époque la loi sur les Sauvages. Et comme ça, c'est de même qu'on réglait la question autochtone en réalité. Là. Puis ça donnait le pouvoir de collaborer avec le clergé, de créer les pensionnats pour justement assimiler et acculturer les Autochtones. Ça, c'est un objectif explicite. Oui, c'est un objectif explicite. Il y a de la doctrine, il y a des documents par rapport à ça. Même le premier ministre à l'époque, McDonald, était clair par rapport à ça. Donc, c'était ça l'objectif. Pendant très longtemps, il y a eu... on ne parlait pas vraiment des Autochtones. Il y a eu quelques mouvements, on va dire. Suite à la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les Autochtones ont participé beaucoup aux 2 grandes guerres pour aller défendre les valeurs démocratiques, les valeurs de liberté, les valeurs fondamentaux des droits humains, tout ça. Suite à leur participation, mais ils n'étaient pas reconnus pour leur participation. Il fallait qu'ils renient leur héritage autochtone, s'émanciper.
pour devenir des citoyens normaux, on va dire ça comme ça. Mais les Autochtones n'aimaient pas ça. Hein. Ça allait créer certaines grogues, ça allait créer certains mouvements. Mais juste en passant, en 1800, là je me souviens plus de la date, tu pourrais vérifier, il y a une cause qui s'est produit, un conflit qui s'est produit en Ontario. Puis c'était une compagnie forestière et le gouvernement qui est en cours. Saint Catherine Milling Lumber Company, quelque chose comme ça, contre la reine. À ce moment-là, le juge avait pris sa décision, mais avait mentionné en passant, parce qu'il y a deux termes en droit. Il y a obiter dictum puis stare decisis. Obiter dictum, un juge, quand il utilise... parce que quand tu apprends à lire des jugements, il y a ces termes-là que tu utilises. Un obiter dictum, c'est comme une mention sans trop d'importance. On va dire ça comme ça. Puis un stare decisis, mais c'est un élément qui est mentionné, mais qui est tellement important qu'il vient en quelque sorte guider la décision. Fait qu'à ce moment-là, en obiter dictum, le juge avait dit, hey, en passant, pas grave, là, on est en pleine colonisation, on s'en fout, là, à un moment donné. C'est peut-être ça qu'il se disait dans sa tête, je peux dire. Ouais. Mais les droits territoriaux, le territoire est greffé des droits autochtones. Le territoire est? Greffé de droits autochtones. OK. Mais ça, c'est juste by the way. By the way. On n'a pas réglé ça, on les a pas conquis, tu sais. Fait que je vous dis ça de même. Mais c'est pas important parce qu'on est plus fort. C'est peut-être ça qu'il disait dans sa tête. Fait que finalement, ça restait de même pendant très longtemps. Puis jusqu'en 1969, là, suite à des mouvements civiques, il y a eu toutes sortes de choses. Il y a eu des manifestations un peu partout au Canada. Il y a eu des rassemblements autochtones. Il y a eu des individus qui ont fait des mouvements, qui ont fait des jeûnes également, qui ont fait beaucoup de demandes de reconnaissance. Ça bougeait beaucoup. Et il y a eu la Révolution tranquille au Québec, la nationalisation de l'hydroélectricité. Ça a créé un mouvement d'affirmation des Québécois également. Puis ils ont eu également l'idée de faire des gros barrages hydroélectriques. Mais là, il y avait un obstacle. Les Autochtones s'opposaient à ça. L'Association des Indiens du Québec, qui est devenue éventuellement la PNQL en 1985, s'est opposée à ça. Et à cette époque-là, ce qui était intéressant, puis qui était intéressant de comprendre, c'est que le Québec n'était pas si riche que ça. Il venait de nationaliser des ouvrages, mais avait des intentions d'en créer des nouveaux, plus gros. Mais il fallait qu'il y ait voir des investisseurs. Mais les investisseurs qui étaient allés voir Wall Street, le Québec s'est fait dire, nous autres, on est intéressés, on va toujours investir, il n'y a pas de problème. Mais vous allez régler la question autochtone. Parce qu'on ne veut pas de problème, on ne veut pas risquer notre investissement. Puis encore aujourd'hui, c'est le modus operandi. Les gouvernements québécois, canadiens sollicitent des gens qui ont beaucoup d'argent à travers le monde pour investir, venir exploiter les ressources naturelles ici au Canada et au Québec. Mais souvent, ces investisseurs-là, sont un peu frileux des droits. Là, même encore aujourd'hui? Ils sont frileux. Ils ne sont pas nécessairement frileux des droits, je veux dire, là, mais ils sont frileux d'investir si leur investissement n'est pas sécurisé. Ils ne veulent pas avoir un risque là, que le projet tombe après avoir investi plusieurs millions ou des milliards. C'est ce qui incite les gouvernements à s'asseoir avec les Premières Nations et d'avoir des ententes. Wow. Ouais. OK, fait que de ton interprétation, qu'est-ce qui force le plus le gouvernement à s'asseoir avec les nations et à négocier? C'est pas de respecter les droits territoriaux, c'est par rapport aux investissements internationaux? Ouais. Ah ouais, OK. Ouais. Intéressant, j'avais jamais entendu ça. Ben, okay. C'est l'incitatif principal. Que ce soit dans le domaine minier, un géant investisseur qui investit à travers la planète, qui vient ici, qui a un jugement, qui veut développer un jugement, faire l'exploitation d'un minerai, peu importe. Lui, il investit de l'argent, il développe.
il fait lever des capitaux, mais le groupe qui est le promoteur font lever des capitaux, puis ils vont avoir des gros investisseurs comme ça. Puis les gros investisseurs disent ouais, on est prêt, mais là, il y a des Autochtones sur le territoire, ils manifestent, qu'est-ce qui risque d'arriver? Il va y avoir des conflits, on va avoir des problèmes avec notre investissement, on va avoir un retour d'investissement. Fait que là, souvent, ceux qui dirigent, les promoteurs, se font dire on comprend, puis c'est une problématique, la question autochtone. Ça ne veut pas dire qu'ils sont empathiques par rapport à la question autochtone, ils ne veulent juste pas risquer leur investissement. Fait que souvent, il y a des incitatifs, conseil d'administration ou autre. Arrangez-vous donc là, pour que tout est bien smooth et qu'on n'ait pas de problème dans le futur. Fait que là, souvent, les promoteurs, il y a une certaine connivence avec les gouvernements, octroyer des permis, toutes sortes de choses pour que le projet avance. Pendant ce temps-là, il y a une certaine consultation des Autochtones. Puis au bout de la ligne, mais la compagnie, en quelque sorte, signe une entente avec les Autochtones où il y a des retombées économiques. C'est de plus en plus, c'est la norme. On appelle ça des ententes, répercussions et avantages, des RA. Et avec ces RA-là, avec ces RA-là, ça permet justement aux communautés, aux nations d'avoir des retombées économiques au niveau de l'emploi, au niveau de la formation, au niveau de contrats indirects. Les Autochtones veulent avoir une certaine retombée, ils ne veulent plus être seulement spectateurs du développement. C'est ce qui se produit là, aujourd'hui. Puis ça a commencé vraiment là, dans les années 60-70. Puis de ma compréhension, pourquoi est-ce que les compagnies puis le gouvernement sont forcés de négocier avec les Premières Nations puis les Inuits plus dans le nord du Québec? C'est que les droits territoriaux, cette question-là n'a jamais été réglée, sauf pour la Convention de la baie James et du nord du Québec. En 1975 pour les Cris puis les Inuits. Puis aussi en 1978, les Naskapi ou Naskapis. C'est ça. Okay. Fait que, dans le fond, votre objectif, là, c'est-tu d'aller chercher un traité pour définir bien comme il faut vos droits sur le territoire? Oui. Ben, dans le fond, c'est les vents changent, je peux dire ça. Nos aînés, à une certaine époque, jusqu'à tout dernièrement, encore, aujourd'hui, là, je peux pas dire que ça n'a pas changé complètement, croient beaucoup à la négociation. Ils n'aiment pas le conflit. On comprend la réalité. C'est impossible d'ignorer qu'il y a des occupants, qu'il y a eu une certaine usurpation du territoire. Il n'y a pas eu de conquête. Nous autres, on n'a pas changé d'idée, on n'a pas statué autrement. Il y a des gens qui sont venus s'installer, puis tranquillement, on s'est fait un peu tasser. On s'est fait embarquer dans la loi sur les Indiens parce qu'on était des collaborateurs. Tout d'un coup, on nous a rentrés dans leur système sans qu'on ait de traité, sans qu'on ait d'entente. En réalité, c'est ce qui s'est produit. Donc, nos droits continuent à exister encore aujourd'hui. Puis, à une certaine époque, les seules personnes qui pouvaient, qui protégeaient et qui pouvaient avoir une entente avec les Autochtones, c'était la reine, le roi d'Angleterre, qui représentait la Commonwealth, étant donné que c'était une colonie anglaise suite à la conquête, suite à la victoire des Anglais sur les Français, je ne me souviens plus de la guerre des 10 ans, je pense. 17 ans, oui. Ouais, c'est ça. Où il y a eu un traité de Paris éventuellement, puis la France cédait les territoires de colonie ici, à l'Angleterre. Également, en 1762, il y a eu la proclamation royale où justement, ça confirmait ça, que la relation intime entre la couronne et les Autochtones. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment de conquête, c'était un partenariat. Mais il y a eu une conquête des Français, mais pas une conquête des peuples autochtones. C'est ça. Il n'y a jamais eu de conquête des peuples autochtones. Ici, au Canada, aux États-Unis, c'est une histoire qui est différente. Mais aux États-Unis, les Autochtones sont souverains sur leur territoire de réserve. Des immenses réserves là-bas. Ils sont souverains. Mais il y a eu des conquêtes. Dans le fond, ils se sont fait prendre des territoires. Tranquillement, ils se sont fait mettre dans des énormes enclos. Des réserves, c'est très grand. Là.
Ça prend des heures de traverser comme une réserve là, dans certaines places aux États-Unis. OK. Ouais. Mais au Canada, il y a eu des petites réserves qui ont été créées, des terres de réserve, en vertu de la loi fédérale, sur des terres qui sont de compétences provinciales. T'sais, tout ça, là, ça fait partie de cours universitaires, là, tous ces détails-là. Tu peux passer une session complète à discuter ces Ouais, il y a du stock affaires. en masse. Il y a du stock en masse. C'est ça. On n'a jamais été conquis et nos droits continuent à vivre encore aujourd'hui. Mais c'est à travers, je pense, la Là, proclamation nous royale. nous autres, on dit que nos droits existent. Puis si elle existe vraiment, là, on est dans un état de droit. Le droit a évolué, c'est reconnu par la Cour suprême. Puis la Cour suprême a dit, autant à nous qu'au gouvernement, allez donc négocier de bonne foi. Nous autres, on a été de bonne foi. Là. Je vous donne un exemple avec ce qui se passe actuellement d'actualité. Depuis 1979, on a proposé beaucoup de... on a produit beaucoup de mémoires en lien avec la foresterie. On a déposé, je pense que c'est 26 mémoires qui sont en lien de près ou de loin à la foresterie. Quand tu dis vous, les 26 mémoires, c'est le Conseil La de la Nation Atikamekw. Oui, la Nation Atikamekw. OK. Et mais jamais nos demandes, nos préoccupations sont prises en compte. Nous, on est toujours de bonne foi, on a toujours été de bonne foi. Malheureusement, c'est la partie adverse qui ralentit les choses, qui retarde les choses, quand il y a des propositions, il y a toujours quelque chose qui fait en sorte qu'il se dégage là, où ça avance pas. La bonne foi n'est pas nécessairement présente là, du côté provincial. On va dire clairement, fédéral sont prêts à régler la question. Ben, je pense que ce serait bon pour tout le monde de clarifier les rôles de tous et chacun. Puis nous également, on veut ça. On veut pouvoir avoir une meilleure participation. On veut diminuer les conflits. Puis on ne veut pas les léguer à nos enfants des conflits qu'on pourrait régler aujourd'hui. Le Québec semble penser qu'il peut gagner du temps. Je ne sais pas ce qu'ils vont se sauver quand les choses risquent, quand on va s'enfarger dans le tapis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils s'imaginent le futur pour eux autres. Les gouvernements, mais on va tout être là. Il va y avoir des Québécois, il va y avoir nous, puis on va se regarder dans le blanc des yeux. Qu'est-ce que les gouvernements ont fait pendant toutes ces années? Ouais. Là, on propose beaucoup de choses, mais ça ne semble pas être jamais pris en compte par le gouvernement provincial. Moi, une chose que je vois, mettons, là, si j'essaie de résumer un petit peu le conflit, c'est que je vois ça un peu comme un gradient, que d'un côté, tu as la protection de l'environnement, puis de l'autre côté, tu as le développement économique. Puis il y a des intérêts un peu divergents, des visions, des valeurs divergentes de ce côté-là. Tu me diras si mon interprétation est bonne. J'ai l'impression que les Premières Nations au Québec sont plus du côté protection de l'environnement. Bien sûr qu'ils veulent un développement socio-économique, mais quand tu compares, puis tu as besoin de négocier avec le gouvernement du Québec, qui, lui, est plus pour l'exploitation des ressources, puis a moins à cœur la préservation de l'environnement, la protection des êtres vivants sur le territoire, bien, c'est sûr que là, quand les visions sont différentes comme ça va créer des clashs. Mais de la façon que tu parles, là, c'est vraiment par rapport au consentement préalable. Je me souviens plus, une expression plus élaborée, là. Mais dans le fond, ce serait de demander l'accord puis de parler du début à la fin du projet avec les nations pour s'assurer que les projets qui sont sur leur territoire, d'ailleurs des territoires qu'ils n'ont jamais cédés, que ces projets-là soient en accordance avec leurs valeurs, puis qu'il y ait justement des accords gagnant-gagnant avec les deux. C'est ça. Je pense que tu as très bien résumé la situation. Okay. Les gouvernements ont une dynamique qui est différente. Pourtant, les valeurs se rejoignent à beaucoup de niveaux. On a beaucoup de valeurs qui sont en commun. Mais c'est vraiment cette crainte-là que les Autochtones empêchent les choses d'avancer. Moi, j'ai plus l'impression que c'est les gouvernements qui empêchent les choses d'avancer, parce que si on clarifierait les choses immédiatement, tout le monde connaîtrait son carré de jeu. Là. Mais il y a quelque chose qui se passe là, au niveau, je vais appeler ça l'orgueil institutionnel. Et malheureusement, là, on est en perpétuelle négociation et il y a des conflits qui se présentent de plus en plus. Puis j'ai averti les gouvernements à plusieurs reprises que
Il y en a des conflits aujourd'hui, puis il va en avoir encore de plus en plus si on ne règle pas la question. Puis on ne clarifie pas les rôles, les responsabilités sur la question territoriale. Nous, on demande la co-gestion, on demande une certaine considération là, de nos valeurs, de protéger certains territoires. T'sais, on a des lieux qui sont en haute valeur culturelle, que ce soit des lieux de culture ou autres, ou de transmission de savoir. On connaît les endroits qui sont importants pour l'orignal ou autres, les autres animaux. Et on a besoin que ça soit protégé pour pouvoir perpétuer notre culture, parce que notre culture est liée au territoire. Fait qu'on a un lien très étroit avec le territoire là, en tant qu'Autochtone, en tant que Nation Atikamekw. Mais ce lien-là, peu importe que ce soit les Atikamekw, les Inuits, les Cris, les Anishinabés ou autres, ils ont tout un lien très étroit avec le territoire. Donc, comment on balance ça, comment on harmonise ça. On a eu plusieurs tentatives, on a proposé plusieurs choses sur la table. Malheureusement, on n'aboutit jamais. Puis, c'est une de mes questions que je me pose régulièrement. Pourquoi ici au Québec, on n'est pas capable d'avoir des bonnes ententes avec les Autochtones, alors que dans d'autres provinces, il y a quand même des belles ententes. Même il y a des situations où il y a des gouvernements très conservateurs qui ont réussi à avoir des ententes avec les Autochtones. Donc, tu sais, il y a une dynamique particulière ici au Québec. Là. OK. Mettons que tu voulais jouer l'avocat du diable puis te mettre dans la peau de quelqu'un avec qui tu négocies au gouvernement puis te donner les meilleurs arguments possibles de pourquoi est-ce que vos revendications ne sont pas respectées. Quels arguments qui sont utilisés dans les négociations? Je vais revenir à ce que je disais tantôt, comme la Convention de la baie James voulait créer un méga projet, là, toutes les infrastructures là, de la baie James là, hydroélectrique. Fait qu'il y avait un incitatif. Les autres, ils ont réglé ça en 2 ans. Puis aussi, il y a la question avant et après 1982, le rapatriement de la Constitution, également l'enchâssement de l'article 25 et 35 qui reconnaît les droits ancestraux et les droits issus de traités. À cette époque-là, je peux dire la dynamique était un peu différente, mais nous, le meilleur argument que je pourrais... il y en a plein d'arguments, puis j'ai tout le temps l'impression de me répéter par rapport à ça. Premièrement, notre population grandit. Hein? Notre population, 50% est moins... 50% à 21 ans et moins. On a déjà des problèmes sociaux dans nos communautés. On va améliorer le sort de nos populations. On veut pouvoir contribuer au développement économique avec une certaine valeur autochtone de protection, une meilleure prise en compte là, de nos observations sur le territoire. On a quand même des connaissances. On est ici depuis des milliers d'années. On veut préserver notre langue, notre culture, nos savoir-faire. Mais on n'est pas contre le développement, mais il faut juste le faire de façon intelligente qui va bénéficier autant à nous qu'aux Québécois et aux Canadiens, dépendamment des valeurs. Là. Puis si je me présenterais, on veut clarifier les rôles. On veut pouvoir... moi, ce que je veux, là, dans le fond, c'est que je veux que mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants puissent marcher avec les descendants des Québécois ou des Canadiens, marcher ensemble, malgré leurs différences, mais qu'ils se comprennent. Puis qu'on arrête d'entretenir la confrontation, la négation des droits, le contournement des droits autochtones, parce que les Autochtones vont toujours revendiquer leurs droits, vont toujours vouloir affirmer leurs droits. Là, on continue, ça va augmenter, les crises vont augmenter, puis c'est ce qu'on veut éviter. Je pense pas que nos membres aiment ça aller bloquer un chemin. Je pense pas que nos membres aiment ça aller bloquer le train. Je pense pas que nos membres aiment ça passer dans les médias puis se faire dire par les communications gouvernementales qu'on est des empêcheurs de tourner en rond, qu'on nuit à la société. Je pense pas que c'est le fun, mais au bout de la ligne, il faut quand même avoir un minimum de respect envers les Premières Nations. C'est un fait avec lequel la société doit vivre. Et ce que je propose, moi, c'est de construire un avenir où tout le monde peut participer. Trouver une façon que le développement se fasse par nous. Quand je dis nous, c'est les Québécois et les Autochtones, les Canadiens et les Autochtones,
puis qu'on fasse, qu'on développe nos ressources naturelles, qu'on développe le marché. On peut-être une plus-value au niveau culturel, au niveau du Canada ou du Québec. On peut être une plus-value au niveau économique également, que ce soit au Québec ou au Canada. On peut être une plus-value. On parle de manque d'employabilité. On a un bassin incroyable sous-utilisé. Puis je comprends la réalité des problèmes sociaux également. Puis c'est ce que les gens nous ramènent toujours à ça. Ouais, mais on a la difficulté à faire travailler votre monde, ils se découragent rapidement, mais c'est normal. Quand ça fait 200 ans que tu te fais dire que tu es un moins que rien, que tes ancêtres, c'est des moins que rien, que la société s'est développée, puis que tu entends des préjugés, des stéréotypes qui ont été nourris au fil des années par surtout l'avènement des pensionnats. Il y a beaucoup de stéréotypes qui étaient véhiculés par toutes sortes d'organisations qui ridiculisaient un peu les Autochtones. Tout ça affecte le sentiment d'appartenance. Comme aujourd'hui, on ne serait pas en mesure de dire clairement je suis Canadien ou je suis Québécois, parce qu'on n'a jamais voulu de nous autres. Là, on nous demande de devenir une relève dans la main-d'œuvre, une relève dans les entreprises, mais on n'est pas accepté. Déjà, au niveau psychologique, déjà, nos membres sont déjà à -1, on va dire ça comme ça. Nous autres, ce qu'on demande également, c'est d'avoir un respect pour que nos membres puissent se sentir acceptés. Puis je donnais ça comme exemple, comme... T'aimes-tu ça, le hockey? Oui. Ouais? OK. Moi aussi, j'aime ça. Je joue au hockey également. Au début de l'année, il y a eu une confrontation là, des 4 nations, Finlande, je ne sais plus, les Tchèques, je pense. Là. En tout cas, il y avait les États-Unis, Canada, tout le monde était braqué là-dessus. Puis c'était intense, hein? Et tous les Autochtones regardaient le Canada et les États-Unis. Puis, tu sais, je t'en rencontre avec des chefs d'un peu partout. Puis, c'est là que c'était le running gag. Là. On disait, on était tous là à cheer pour l'équipe canadienne. On était contents que les Canadiens gagnent. Mais il faut refouler nos émotions. Parce que on ne peut pas, en tant que politicien ou leader autochtone, dire clairement hey, on est fiers Canadiens, on est frères québécois. Parce qu'on n'a pas atteint ce niveau d'appartenance-là. Fait qu'en cachette, on est content. OK. Puis ce niveau d'appartenance-là, dans le fond, ce serait juste d'avoir vos propres institutions. Ça revient un peu au droit d'autodétermination. Moi, je pense que c'est vraiment central depuis que j'ai commencé à faire de la recherche là-dessus. C'est une meilleure participation. C'est une meilleure prise en compte de nos intérêts, de nos préoccupations quand vient le temps d'exploiter le minerai, quand vient le temps d'exploiter la forêt. C'est que, on soit écouté au minimum dans nos préoccupations. Si on n'a pas l'impression de ne pas être respecté, ce sentiment de ne pas être respecté-là, comment je pourrais dire ça, ne sera pas, en quelque sorte, transposé auprès de la population autochtone. Si tu as le sentiment de ne pas être respecté, ça ne te tente pas. Ça ne te tente pas. Mais si on est capable d'aller un peu plus loin, si les gouvernements, au lieu de juste dire réconciliation pour dire réconciliation, puis je m'excuse juste pour dire je m'excuse, il devrait y avoir des actions concrètes qu'on propose. Pas juste des actions concrètes qu'eux autres proposent, en réalité. OK. C'est ce qui se passe actuellement. Puis, tu sais, juste par exemple, le principe de Joyce. Ça en a un exemple, là, où on est allé de l'avant, puis on dit qu'il faut avoir de l'éducation au niveau de, c'est quoi, des services culturellement adaptés dans les institutions de santé. Nous, on avait comme quatre fronts. C'était les institutions de santé, c'était les ordres professionnels, c'était les maisons, les universités, okay. Les institutions d'enseignement. Ouais. Puis il y avait également les gouvernements. Parce qu'il faut éduquer tout ce monde-là.
sur la réalité autochtone pour qu'ils soient mieux sensibilisés et éduqués là, sur les Autochtones, au lieu de toujours réagir et d'avoir comme réflexe un préjugé ou un stéréotype. En donnant de l'éducation, en donnant de la sensibilisation, en faisant comprendre la réalité par où se sont passés les Autochtones, on espère que tout ce beau monde-là qui vont entendre ces informations-là vont changer leur fusil d'épaule puis ils vont être plus ouverts. Puis, tu sais, ça me fait penser à un vétéran des Forces armées qui est maintenant décédé. Il y aurait aujourd'hui peut-être, je pense qu'il y aurait 105 ans aujourd'hui. Puis lui, il m'avait mentionné à un moment donné, c'était un monsieur de la TUC, il m'avait mentionné à un moment donné, il était venu me parler, il a pogné un coin, il disait, on sait que vous étiez là, on sait que vous étiez là, les Atikamekw, mais moi j'ai grandi ici, on vous a jamais, on vous voyait pas, on n'entendait pas parler de vous autres, c'est comme si on nous cachait de vous autres. Il dit, qu'est-ce qui serait bon? J'aimerais qu'on en parle, qu'on puisse vous connaître, vous montrer plus. Lui, c'est quand même une personne qui vient de loin. Là, ben ouais. Il a 105 ans aujourd'hui, ça veut dire qu'il est né dans les années 1920-1930. Donc, pour lui, oui, il y avait les Autochtones, mais on ne les voyait pas. On ne les voyait pas en ville, on n'entendait pas parler. Il y a une certaine ignorance, une méconnaissance. Donc, quand il y a une ignorance, une méconnaissance, puis on ne côtoie pas nécessairement, l'imagination est grande. Puis si l'imagination est nourrie par des stéréotypes ou des préjugés qui sont véhiculés à cette époque-là, malheureusement, c'était les gouvernements et le clergé qui véhiculaient beaucoup d'informations négatives sur les Autochtones, dans le but justement de faire l'assimilation puis la culturalisation pour mieux faire avaler la pilule à la population en général. Les Autochtones, c'est des ci, c'est des ça, il faut les transformer, il faut les aider, il faut qu'ils deviennent des êtres humains à part entière, il faut qu'ils deviennent des bons citoyens, parce qu'ils sont ci, ils sont ça. C'est une forme de modeler un peu l'opinion publique, c'est d'aller chercher un certain consentement général. C'est comme ça que ça fonctionne, dans le fond. Puis encore aujourd'hui, la société change, tu vas mourir, je vais mourir, il va y avoir des nouveaux mouvements, il va y avoir toutes sortes de choses. Hein. Malheureusement, on ne vit pas 1000 ans. Peut-être en 1000 ans, on pourrait mieux établir des choses, mais c'est pas ça notre réalité. Fait que ça revient un petit peu à la politique d'assimilation culturelle. Tu dis qu'il y aurait eu des mouvements de la part du gouvernement historiquement puis du clergé de faciliter un peu cette procédure-là d'assimiler. D'accepter, oui. De faire accepter par la population là, leur opération. Parce que c'était des fonds publics, il y en a des gens, il y a beaucoup de monde avec du bon cœur dans la vie, c'est pas juste négatif. Non. Ils voyaient ça du mauvais œil, de traiter les Autochtones de cette façon-là. En émettant des commentaires, des messages plus at large, ça ne veut pas dire que les gens qui étaient contre ça côtoyaient des Autochtones régulièrement, mais ils ont juste un bon cœur. Mais à force d'entendre les gouvernements, c'est mieux comme ça, parce qu'ils font ci, ils font ça, ils sont sauvages, ils ne sont pas civilisés, puis il faut les aider, puis toutes sortes de choses qui étaient utilisées justement pour aller chercher une acceptabilité sociale de traiter les Autochtones de cette façon-là. Là, il y a l'avènement des médias, l'avènement des communications qui a pris l'expansion. C'est ça aussi qui a permis aux Autochtones, en quelque sorte, de mieux se positionner puis de mieux se faire voir au niveau national, au niveau international et de mieux faire respecter leurs droits qui existent sur le territoire. Fait que les motivations, la motivation du clergé pour assimiler, dans ma tête, il y a un chemin qui est quand même facile à faire, c'est qu'on veut que il y ait le plus possible de gens qui deviennent des catholiques ou des protestants, peu importe c'est quoi l'Église. Puis les motivations du gouvernement, naturellement, c'est d'avoir un plus grand contrôle sur le territoire entier. Dans le fond, c'est d'éteindre les droits territoriaux, les droits ancestraux des différentes cultures. OK. Bon. Par rapport au principe de Joyce... On va juste prendre une gorgée, là. Vas-y. Ça, c'est-tu diffusé ou... Pas en direct, non. Je veux dire, tu vas le diffuser plus tard? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est pour ma chaîne YouTube. Ouais. Là, moi, en ce moment, j'ai pas beaucoup d'abonnés. J'ai 350 personnes qui suivent, mais mon but, là, c'est de continuer là-dedans, de faire des entrevues avec différents experts,
de différents sujets au Québec. OK. Puis dans le fond, mon objectif avec tout ça, là, c'est de parler des enjeux au Québec, puis de permettre aux gens d'être mieux conscientisés, mieux informés sur les différents enjeux, puis après ça, que les électeurs soient mieux informés pour faire des choix quand vient OK. le temps d'élire des politiciens. Là. Good, good, Fait good. que c'est un peu ça l'objectif de la démarche. Je voudrais te parler un petit peu de la commission vient, puis du débat sur racisme, discrimination systémique, racisme systémique. Fait que je me suis préparé une question. Le décès de Joyce Echaquan a amené le gouvernement du Québec à créer la commission vient, qui a reçu le mandat. Non. Non? C'est pas le gouvernement du Québec qui a demandé que Non. ce soit créé? OK. La commission vient est venue suite à des allégations de comportement inapproprié de certains policiers. Ah, à Val-d'Or, c'est ça? Ouais. Oui, OK. Ah, excuse-moi, je t'ai mêlé dans mes trucs, là. Okay. Mais il y a eu plusieurs recommandations, puis justement, quand nous parlions du racisme systémique face au gouvernement, suite à la tragédie de Joyce Echaquan, où ce qu'on demandait au gouvernement d'adopter le principe de Joyce, nous disions qu'il y avait du racisme systémique, puis il fallait avoir un changement en profondeur, puis une éducation et une sensibilisation qui allait s'effectuer en profondeur. Là, c'était rendu une guerre de mots. Mais pour nous, on se basait beaucoup sur la commission vient et d'autres commissions et de la doctrine et beaucoup d'ouvrages sur la question du racisme systémique. Fait que si je continue par rapport à ça, c'est suite aux événements de Val-d'Or, justement avec les policiers, beaucoup de femmes du Lac-Simon qui ont été abusées par des policiers, puis c'est ça qui a fait en sorte de créer la commission vient. Ouais. La commission vient s'appelle comme ça parce que c'est un juge qui s'appelle Jacques Vien qui a l'idée de la commission, puis il a reçu le mandat d'enquêter sur les relations entre les Autochtones et certains services publics du Québec. Je vais nommer les services: la police, la justice, les services correctionnels, la santé et services sociaux et la protection de la jeunesse. Fait que dans son rapport, le juge Jacques Vien écrit, je cite, « Au terme de l'exercice, il me semble impossible de nier la discrimination systémique dont sont victimes les membres des Premières Nations et les Inuits dans leurs relations avec les services publics ayant fait l'objet de l'enquête. La position du juge Vien, c'est qu'il existe de la discrimination systémique dans les services au Québec. Puis je vais nommer dans son rapport les 4 causes qu'il énumère pour expliquer en partie l'existence de cette discrimination systémique. Il parle premièrement de l'héritage colonialiste. Deuxième point, la méconnaissance généralisée des pouvoirs publics et de la population quant aux caractéristiques, besoins et revendications des Premières Nations et des Inuits. Le troisième point, image publique des peuples autochtones. Et le quatrième, action gouvernementale morcelée et non pérenne. Puis après ça, suite à la publication de la commission vient, du rapport de la commission, malgré le fait que ce soit le gouvernement du Québec qui ait demandé cette commission-là, François Legault a refusé d'utiliser le terme racisme systémique ou ce qui était recommandé par Jacques Vien, discrimination systémique. Il n'est pas allé plus loin que de dire qu'au Québec, il y a du racisme. Puis toi, ta position, c'est qu'il existe du racisme systémique au Québec. Fait que j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de la dynamique entre ces différents termes-là. Puis pourquoi est-ce que tu conclus qu'il y a du racisme systémique au Québec? OK. Ben, premièrement, le racisme systémique, pour moi, je pense que la commission vient l'a bien défini. C'est une relation qui est historique entre les Autochtones et l'État. On dirait, j'aime pas ça dire le mot colonial, mais c'est ça la réalité, un État colonial. C'est vrai que c'est chargé comme terme, mais ça crée beaucoup de barrières. Ouais. Les gens viennent braquer quand on dit ces termes-là. Puis c'est pas ça l'objectif, c'est de faire comprendre qu'on est dans cette situation-là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a eu des démarches, il y a eu une colonisation, il y a eu de la désinformation ou une propagande, on va dire ça comme ça, sur les Autochtones. Les gens sont mal informés sur les Autochtones. Puis toute cette méconnaissance-là permet de nourrir des préjugés, des stéréotypes. Tout ça ensemble fait en sorte. Puis on est un groupe ciblé, en plus également. Tout ça fait ensemble là, que on rentre pas mal dans la définition de racisme systémique. D'ailleurs, le juge Vien avait conclu dans cette veine-là. Puis c'est clair.
il y a beaucoup également d'autres organisations qui reconnaissent ça. Même la FTQ reconnaît le racisme systémique au Québec. La CAQ, le gouvernement de la CAQ, n'a pas voulu utiliser ce terme-là. Puis c'est normal. C'est un parti politique a ses idéaux. Avant la création de la commission Vien, la CAQ était dans l'opposition. À ce moment-là, refusait qu'il y ait une commission qui soit créée. Puis il refusait déjà le terme racisme systémique. Même avant qu'une étude soit faite. C'est ça. Donc, la commission vient d'arriver, la CAQ va au pouvoir. C'est un peu logique qu'ils suivent la ligne du parti, où ce qui niait justement qu'il y avait du racisme systémique ici au Québec. Mais pour nous, les Autochtones, c'est clair qu'il y a eu tout un système qui a été mis en place à l'encontre des Autochtones pour plusieurs raisons. Qu'il y a toutes sortes d'idées, d'idéologies sur les Autochtones qui ont été véhiculées au cours du siècle et des siècles. Tout ça fait en sorte là, que les gens sont mal informés, sont mal dirigés sur la question autochtone. C'est clair pour nous que tout ça ensemble, c'est un racisme systémique. Maintenant, il faudrait faire un anti-racisme systémique. C'est l'éducation, c'est la sensibilisation, c'est de voir les Autochtones positivement, c'est de voir les Autochtones comme une plus-value à la société. Je l'ai mentionné tantôt. Que ce soit une plus-value au niveau économique, au niveau de la main-d'œuvre, au niveau des savoirs, au niveau de la culture, au niveau de la protection des ressources naturelles, au niveau de la protection des frontières. C'est d'être des collaborateurs, c'est d'être des partenaires, c'est d'être des alliés. C'est comme ça qu'on devrait se voir mutuellement. Mais malheureusement, étant donné qu'il y a un racisme systémique envers les Autochtones qui a été instauré par un système colonial, c'est très difficile de faire renverser la vapeur. Il faut des initiatives. Puis encore là, il y a trop d'initiatives à la pièce morcelées. Ça ne permet pas un changement en profondeur là, des institutions. Mais je garde espoir parce que je vois qu'il y a du changement. Je vois que la population est de mieux en mieux informée. Je sais que la population change quand elle a peur, comme présentement, elle a peur du contexte géopolitique international. Je pense que les populations ont peur de ça. Donc, la dynamique risque de changer également, risque d'être affectée. Mais les gens doivent comprendre que c'est important de voir les Autochtones autrement, puis de voir les Autochtones comme des alliés à la société. Il faut penser à nos petits-enfants, il faut penser à nos arrière-petits-enfants, puis tous nos futurs descendants également. Il faut leur léguer quelque chose qui va être intéressant, qui, malgré leurs différences, vont pouvoir avancer ensemble, puis d'être une société qui est épanouie. On est quand même un territoire immense, le Canada, des ressources naturelles incroyables. Normalement, si on est capable de travailler ensemble intelligemment, dans le respect mutuel, on est capable de faire du développement intelligent, qui respecte les droits, qui respecte la nature. Mais il faut juste avoir la volonté. C'est simplement ça. Mais la volonté est difficile à obtenir quand il y a eu des centaines d'années de préjugés, de stéréotypes. Les gens sont devenus... Qu'est-ce qui m'a marqué à un moment donné? L'histoire de la guerre... C'est intéressant, des fois, les différentes guerres. Pourquoi? C'est comme la Première Guerre mondiale, c'était des empires qui s'affrontaient. C'était, je ne me souviens plus de tous les noms, je pense germanique, française, anglaise, différents empires qui s'affrontaient. Mais en haut de ces empires-là, c'est des gens, des royautés. Mais ces royautés-là, c'est tous des cousins et cousines, des demi-frères, demi-sœurs. Mais le peuple s'affronte entre eux autres. Ouais. Mais actuellement, c'est comme ça que je vois ça. On affronte la population générale et les Autochtones ensemble, pendant qu'il y a du monde qui il n'y a pas de problème. Ils continuent à avancer, puis ça fait leur affaire. Moi, je pense qu'il faut avoir une prise de conscience nationale, autant les Québécois, les Canadiens, les Autochtones, puis qu'il faut travailler main dans la main au développement et à la protection du territoire qu'on a en commun, puis de protéger les valeurs qu'on a en commun.
pour le futur. Fait que de ton interprétation, mais comment que je comprends ça, c'est que il y a des gens qui ont beaucoup de pouvoir, puis ces gens-là, c'est sûr que s'ils veulent se maintenir au pouvoir, il faut qu'ils aient accès à des ressources du pouvoir politique. Puis une bonne façon d'avoir plus de pouvoir politique, c'est de diviser la population. Puis une bonne façon d'avoir des ressources économiques, c'est de piller les ressources sur le dos des gens. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens particuliers qui ont beaucoup de pouvoir ici au Québec ou au Canada. Non. On a des politiciens au pouvoir et des politiciens au pouvoir qui n'ont pas nécessairement une vision globale, une vision d'avenir. Ils sont là pour être au pouvoir, dans 4 ans. Fait que souvent, c'est des visions à court terme. Ouais. Ils s'accrochent au pouvoir pour plusieurs raisons. C'est l'être humain, parce que l'homme, il y a de l'hommerie. Il y a de l'ego également. Mais à long terme, si on a un projet de société où est-ce qu'on regarde dans l'avenir, moi, je m'imagine souvent, où est-ce que je veux voir les Atikamekw dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans? Je veux qu'ils puissent parler leur langue, je veux qu'ils puissent connaître leur identité, je veux qu'ils puissent connaître leur savoir-faire, leur capacité ancestrale d'utiliser le territoire. Je veux qu'ils soient encore vivants dans 200 ans. Mais là, on dirait que le Québec ou le Canada, la seule vision qui existe, c'est d'exploiter. Puis c'est tout, là. Oui, au Québec, protéger la langue française, OK. Puis même, je suis pas contre ça. Je pense que les Autochtones ne sont pas contre ça également. Mais je pense qu'il faut avoir une empathie renversée également à ce niveau-là. Je pense qu'on devrait être en mesure de se comprendre, étant donné qu'on a passé pas mal, les francophones étaient un peu dans la même situation pendant très longtemps avant la Révolution tranquille. Maintenant, il faut s'imaginer dans le futur, puis souvent, les politiciens actuellement sont dans des situations de pouvoir et veulent du développement économique, veulent exploiter des ressources naturelles, mais il n'y a pas de vision à long terme. C'est vraiment le court-termisme qui fait en sorte qu'il n'y a pas les conditions qui sont réunies. Par rapport à... J'aimerais ça revenir sur le principe de Joyce. Vous avez créé le bureau du principe de Joyce, puis on faisait le lien entre le principe de Joyce puis le racisme au niveau du système. J'aimerais ça qu'on parle de un peu la relation avec le gouvernement du Québec. En décembre dernier, en 2024, il y a le projet de loi 32 qui a passé. C'est la loi instaurant l'approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Il y a plusieurs organisations qui représentent les Premières Nations, dont le Conseil de la Nation Atikamekw, qui s'est dit déçu de cette loi-là. Ils ont contesté l'adoption de la loi parce qu'ils disent qu'il y a eu un manque d'implication des Premières Nations. Vous-même, personnellement, vous avez dit être déçu. Pouvez-vous parler un petit peu de qu'est-ce qui est arrivé puis qu'est-ce qui est décevant dans le comportement du gouvernement du Québec là-dessus? Mais encore là, c'est une initiative du gouvernement. Puis on l'a mentionné, aucune participation des Autochtones, c'est quelque chose qui fait leur affaire, qui nous donne une certaine image publique, qui permet de faire des communications publiques pour simplement adoucir un peu l'image que le gouvernement peut avoir, que la population peut avoir du gouvernement sur le traitement qu'ils ont sur les Autochtones. Donc, il n'y a pas de changement en profondeur, c'est vraiment juste du surface. C'est juste de mettre un pansement, un écran. Ça n'implique pas beaucoup d'obligations par rapport à ça. C'est ça qui était décevant, dans le fond. Encore là, ils ont manqué le bateau de faire participer les Autochtones. Et c'est un peu un symptôme qui est récurrent là, au sein du gouvernement. Je trouve ça triste parce que me semble que ça aurait été tellement, non seulement plus simple, moins de troubles pour eux, mais aussi beaucoup plus efficace comme politique de vous impliquer puis de vous... Tu sais, c'est pour vos intérêts, là. Fait que pourquoi est-ce qu'ils font ça sans vous? Ça fait aucun sens dans ma tête. Ouais, j'aimerais ça répondre à leur place, mais il y a probablement des stratégistes là, au sein des différents ministères qui réfléchissent à ça, qui se réunissent régulièrement. Il y a peut-être des comités interministériels qu'on ignore l'existence, qui passent leur temps à développer des stratégies justement pour minimiser
faire la négation des droits autochtones ou de la participation des Autochtones? On ne sait pas. Mais dans ce cas spécifique-là, je peux même pas imaginer une raison pourquoi. Parce que le but, c'est de la sécurisation culturelle Ouais. dans les services. Mettons qu'on prend l'exemple des services de santé. Le principe de Joyce, justement, vous avez des idées concrètes que vous voulez mettre en place pour faciliter le fait que les membres des Premières Nations se sentent bien dans ces services-là, puis sentent qu'ils reçoivent des services qui sont culturellement appropriés. Mais pourquoi créer une loi par rapport à ça, alors que au bout du compte, ils sont même pas impliqués là-dedans? Ben, c'est tuer la poule dans l'œuf. Mais après ça, ça va donner une mauvaise réputation médiatique. Je veux dire, tu sais, j'ai lu des articles là-dessus sur quelques journaux québécois. C'est pas reluisant, là. C'est pas reluisant pour eux. Non. Fait Ben, c'est leur propre décision. Suivre les lignes du parti. Il y a des stratégistes, il y a des gens qui prennent des décisions. Malheureusement, c'est les décisions qu'ils ont prises malgré nos réticences. Puis c'est la réalité dans laquelle nous vivons actuellement avec ce gouvernement-là. Je serais curieux de savoir, toi, personnellement, à quel point est-ce que tu as accès à des personnes qui vont écouter ce que tu as à dire quand il y a des projets de loi comme ça qui sont en négociation ou sur la table. Ça ressemble à quoi? Je veux pas nécessairement que tu me donnes des noms de personnes que tu contactes, mais juste savoir un petit peu comment ça marche le processus. Ben, on a quand même des relations avec les différents ministres. On a la possibilité également de faire des correspondances auprès du premier ministre ou ministre. OK. Il y a des contacts. On a des gens également dans notre organisation qui gardent contact avec des chefs de cabinet ou autres, qui essaient d'essayer d'influencer, qui partagent nos préoccupations. Il y a toutes sortes de façons de garder un certain contact, mais malheureusement, il y a toujours la sourde oreille. Puis encore là, je pense que c'est une question d'habitude ou de mauvaise habitude de leur part. Il y a beaucoup de changements à faire. Puis, j'ai beaucoup espoir à une nouvelle génération de politiciens québécois et canadiens qui pourront là, justement faire la part des choses, puis qui verront les Autochtones comme quelque chose de positif et non négatif. Parce que pendant très longtemps, cette génération-là a été nourrie par des propos négatifs sur les Premières Nations. Je vais vous donner un exemple. Souvent, qu'est-ce qu'on entend dans les médias, malheureusement, c'est tout le temps des choses négatives. Quand les Autochtones, on en parle, c'est soit qu'ils ont bloqué un chemin, ils ont bloqué un pont, ils ont fait ci, ils ont fait ça, quelque chose de pas normal. La crise d'Oka, par exemple, ça a marqué l'imaginaire du Québec et du Canada. Souvent, il y a des politiciens qui n'ont pas nécessairement côtoyé des Autochtones dans leur vie. Ils sont élus, ils sont députés dans leur comté, ils ont des compétences incroyables, puis ils sont placés dans des postes stratégiques comme ministres, puis certains ministres peut-être qui se ramassent ministres des Affaires autochtones, ou peu importe, et se retrouve un dossier où est-ce que les Autochtones interviennent. Mais cette personne-là qui n'a jamais connu ou côtoyé les Autochtones, ou lui, qu'est-ce qu'il connaît des Autochtones? C'est cette crainte-là, certains préjugés, stéréotypes des Autochtones. Il a entendu parler aux nouvelles qui bloquaient des chemins, il a entendu parler de la crise d'Oka nouvelle. Je me mets à sa place, puis je pense que j'aurais la même réaction. Faut essayer de contourner ça, il faut minimiser ça, il faut contrôler les Autochtones. Dans le fond, c'est ça, les réactions qui se produisent actuellement. Ils n'ont pas un réflexe positif de la part. Ils n'ont pas un regard positif sur les Autochtones. On se retrouve tout le temps dans le même cercle vicieux. On n'est pas capable de progresser ou d'avancer vers quelque chose où ce qu'on pourra se sentir là, appartenant à on est toujours encore mis dans ces lignes de côté. C'est ça qui arrive. Pour vrai, moi, je suis outré d'entendre qu'il n'y ait pas plus une ouverture que ça. Tu sais, j'ai lu quelques sujets, mettons, par rapport à des projets de loi sur lesquels il n'y a pas eu la consultation. Fait qu'au bout du compte, ça fait pas l'affaire des personnes qui sont concernées par ces lois-là. Mais d'entendre qu'il y a aussi peu d'ouverture que ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Tu sais, j'aurais eu l'impression qu'avec le temps, ça s'est amélioré. Puis là, ça me ramène à... Ben, quand ça fait leur affaire, tu sais. OK. Je veux pas dire que tout est mauvais, là, encore là, il ne faut pas généraliser. Il y a un exemple au Québec. Dans les années 80, il y a eu un certain mouvement, l'Association des familles d'accueil du Québec, l'Association des centres jeunesse également,
qui dénonçait une situation où il y avait l'impression de ne pas être en mesure d'offrir des services adéquats aux Autochtones qui étaient pris dans les mains de la nouvelle DPJ à cette époque-là. Je ne me souviens pas en quelle année ça a été créé. Puis il y a eu beaucoup de pourparlers, il y a eu des discussions, même nous à l'interne, on a développé par rapport à ça. Il y a eu des rencontres, des consultations dans les années 90. Nos aînés disaient que c'était pas correct. Nos jeunes étaient encore plus bouleversés quand ils passaient par le système. Fait que là, on a développé notre propre façon de faire. Puis là, il y a eu l'avènement en 1997 de la politique sociale à Atikamekw. Il fallait s'occuper des aînés, des familles et des jeunes pour guérir notre mal de vivre. Ben justement, suite à ça, on a développé un modèle qui est devenu le SIA, Système d'intervention Atikamekw-Nanaimo, qui, en quelque sorte, proposait une façon de faire là, au niveau de la protection de la jeunesse. Il y a eu des représentations en 1999, en 2000. Qu'est-ce que ça veut dire, représentation? Bon, on a fait des représentations auprès des gouvernements, on a fait du lobbying, on a participé à la commission parlementaire. Alors, et également, là, ça l'a permis, en 2001, de modifier la loi de la protection de la jeunesse pour insérer l'article 37.5. Puis l'article 37.5 permettait à ce moment-là aux Autochtones du Québec de développer leur propre système d'intervention, de protection de la jeunesse. Nous autres, on a embarqué là-dedans, on a fait les représentations, on a permis justement la modification de la loi. Fait que nous, on a développé notre système. Là. Déjà, on avait commencé avant ces années-là, des années 90, puis là, on a continué dans les années 2000, jusqu'à notre entente en 2018. Ça a quand même pris du temps, là, de 2001 en 2018, 17 ans à négocier. Fédéral, provincial, parce qu'il faut négocier le financement, il faut prouver, en quelque sorte, il fallait rôder notre système, il fallait démontrer que c'était efficace. Et au fil des ans, il y a eu des tractations politiques également. Il y a certains partis politiques qui sont moins ouverts à ces idées-là. Il y a ça aussi qui a fait retarder les choses, mais en 2018, on a réussi à signer finalement l'autonomie des Atikamekw en vertu de 37.5, qui est une loi provinciale, la loi de la protection de la jeunesse qui nous permettait de développer notre propre système. Le fédéral également était impliqué au niveau du financement et, en quelque sorte, le Québec permettait de donner du lest aux Atikamekw pour qu'ils puissent s'occuper eux-mêmes de leurs enfants. C'est ce qui a permis l'article 37.5. Fait que, tu sais, tantôt, on disait que les gouvernements ne collaborent pas. Puis également, il y a quelques années, je ne me souviens plus des dates exactes, je pense que c'est à peu près dans ces mêmes années-là, 2017, 2019, dans ce coin-là. On a fait des représentations également pour inclure dans la loi québécoise, faire reconnaître l'adoption coutumière. Eux, ils ont appelé ça la tutelle coutumière. Je me souviens plus du terme exact, je ne veux pas te mêler, il faudrait que je vérifie. Ils ont inséré ça dans la loi, où ce qui reconnaissait aux Autochtones le droit de faire une adoption coutumière. Ils ont trouvé un autre terme qui est tutelle. OK. Où ce que, mettons un enfant est né, puis on a des agents certifiés qui peuvent certifier ce transfert-là. Un enfant va être donné en adoption à une autre famille Atikamekw et il va avoir un transfert des attributs parentaux, sans nécessairement avoir un transfert du droit de filiation. C'est modulable, là, dépendamment des familles. OK. C'était comme ça traditionnellement. Là. Fait on a réussi, il y a eu une ouverture du gouvernement pour faire modifier ça. Et il y a quand même du positif. Il y a quand même à l'occasion des gouvernements qui sont en place, qui sont ouverts, qui écoutent, puis qui collaborent là, justement à faire avancer la cause sociale des Autochtones. Mais actuellement, c'est très difficile, je peux vous dire. Bien, justement, par rapport à la protection de la jeunesse, ouais. Tu as parlé de la loi sur la protection de la jeunesse qui a été modifiée avec l'article 37.5 qui vous donnait plus de prérogatives. Puis en 2019, le fédéral a passé la loi C-92 qui est aussi relative à la protection de la jeunesse. Fait que tu vois, là, c'est comme un endroit, un champ de compétences que les deux paliers de gouvernement ont légiféré. Puis le gouvernement du Québec a contesté la loi C-92
en disant qu'il était anticonstitutionnel, Ouais. c'est-à-dire que c'était pas un champ de compétences du fédéral selon le Québec. Ils ont amené ça jusqu'en Cour suprême. Finalement, en 2024, si je ne me trompe pas, la Cour suprême a dit la loi est bel et bien constitutionnelle, fait qu'on peut aller de l'avant. Fait que ça aussi, là, ça a mis du retard dans vos capacités d'autodétermination en matière de protection de la jeunesse. Ben, nous autres, on a déjà notre système. OK. Sauf une communauté atikamekw qui n'est pas dans notre système d'intervention atikamekw qu'on a développé depuis 2001. Le C-92 qui est devenu, je ne me souviens plus la loi, le nom complet, C-92 là, qui a été mis de l'avant par le gouvernement fédéral, contesté à la Cour suprême, par le Québec parce qu'il empiétait dans les compétences provinciales qui sont énumérées dans la Constitution canadienne. L'article 91 et 92. 91 pour les provinces, 92 pour le fédéral, ses compétences. Puis ça arrive souvent que les provinces contestent parce qu'ils ont l'impression que, comme en santé, hein, ça arrive des fois que le fédéral injecte de l'argent, puis il y a une contestation, vous ne devriez pas vous mêler de nos compétences, nous autres, on va s'en occuper, des choses comme ça. Mais là, c'était en protection de l'enfance. Donc, il arrive avec C-92. Mais qu'est-ce qui est important là-dedans? La Cour suprême, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que, dans le contexte actuel où ce que nous parlons de réconciliation, dans ce contexte-là, étant donné que le gouvernement fédéral a promulgué cette loi dans un but de faire la réconciliation avec les Premières Nations, mais cette loi-là, dans ce contexte-là, n'était pas anticonstitutionnelle. OK. Dans le fond. C'est ce qu'elle a dit. Dans le contexte de la réconciliation, c'est ça qui faisait en sorte qu'il pouvait créer une loi. Je pense que c'est surtout pour le financement, cette loi-là. Oui, il y a toute la question financement. C'est parce que le gouvernement fédéral dit que c'est de l'autodétermination. Ils font la promotion de l'autodétermination. C'est encore là, tout le concept d'autodétermination, pas le self-governance, comment on dit ça en français? Autogouvernance ou gouvernement? Je ne sais pas. Autogouvernance, je pense. L'autonomie gouvernementale. Ah oui. L'autonomie gouvernementale puis l'autodétermination, c'est deux concepts qui sont différents. Là, il y a un débat par rapport à ça, c'est 92, est-ce que c'est réellement... Est-ce qu'on a besoin du gouvernement fédéral de nous donner la permission de développer notre propre système? Puis la même chose pour le Québec. As-tu besoin du Québec de donner la permission? Là, c'est toute une question administrative, c'est toute une question de financement également. Je pense qu'on ne peut pas parler d'autodétermination nécessairement. On peut parler d'encouragement, de reconnaissance du gouvernement fédéral ou du gouvernement provincial à une plus grande autonomie. Autonomie, mais ça rime avec délégation de pouvoir, décentralisation. C'est plus dans ce contexte-là que je vois la loi C-92. Donc, au Québec, il y a quand même une particularité parce que C-92 existe grâce au gouvernement fédéral. C'est une loi qui est fédérale, permet aux Premières Nations de se développer, de mettre en place leur propre loi en matière de protection. Nous, en quelque sorte, on l'a, notre système. Demain, si on décide d'aller sous la source, parce que c'est une source, 37.5, c'est la source qui est provinciale. Il y a eu une collaboration de la province pour mettre en place notre système. Mais si demain, on prend la source C-92, mais on prend le même système puis on va sous C-92, dans le fond. C'est ce qui arrive. Fait qu'au Québec, certaines nations, puis je pense qu'on est les seuls qui a développé, qui sont allés de l'avant. On a développé notre système. Dans le fond, au Québec, c'est permis depuis 2001. Mais ailleurs, c'était pas permis. Fait que C-92 bénéficie beaucoup aux Autochtones hors Québec. Ça ouvre la porte beaucoup à eux autres. Nous autres, on a pu s'organiser depuis 2001. Maintenant, on va tomber sur C-92 éventuellement. Je ne sais pas quand, s'ils vont de l'avant. Mais encore là, il y a une certaine incertitude parce que le Québec, encore là, traîne à collaborer parce qu'il faut une entente de coordination entre les communautés, les nations, le fédéral. Le fédéral, c'est pas un problème. Les autres, c'est la question financement. Mais la question de compétence, il faut une collaboration avec le Québec ou les autres provinces.
Je sais, la Saskatchewan, ils ont déjà une entente. Je pense au Manitoba également. C'est quand même proactif ailleurs. Au Québec, il y a des promesses de collaborer, mais c'est très au ralenti. Là. Fait que juste pour être sûr que je comprends, l'accord que vous avez signé en 2018 avec le gouvernement du Québec, c'était déjà bon. Ouais. Mais là, vous parlez de peut-être aller sous la loi C-92 fédérale. Fait que ce serait de changer. Ça veut dire qu'il y aurait des gains à faire de plus. Oui, ben des gains. Dans le fond, on fait juste changer de source. Ça va être le même système, le même modèle, le même financement, une même collaboration de la province normalement. Même ça va peut-être nous permettre d'élargir notre application à l'individu. Il y a tout ça qu'il faut regarder, mais il faut une collaboration de la province. Mais juste, l'idée là-dedans, c'est depuis 2001 au Québec, on peut développer. On peut développer. Et il y avait la question de financement. Les libéraux sont rentrés au fédéral. Ça a permis de régler cette question-là. Maintenant, il y a quand même une fenêtre d'ouverte des Autochtones au Canada, celle de s'organiser, développer. Je pense qu'il y a quand même une bonne ouverture là, des gouvernements par rapport à ça, encore dans un esprit de réconciliation. Mais la réconciliation, c'est pas juste des mots, la réconciliation, parce que toi, quand on dit réconciliation, ça te dit quoi? Ben, je me suis informé un petit peu par rapport au sujet. Là. Dans le fond, c'est qu'il y a comme un chemin à faire. C'est de, premièrement, parler de vérité, de dire qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, il va y avoir des excuses qui vont être faites en se basant sur cette vérité-là. Puis après ça, il va y avoir un processus de guérison qui va commencer. Puis une fois que la guérison est faite, ben c'est là qu'il va pouvoir y avoir la réconciliation. Parce que, tu sais, j'imagine ça d'une façon que... Vas-y. Ben, je pense que tout est informé. Mais la population en général, on leur dit réconciliation. Réconciliation, il faut réconcilier les Autochtones. C'est comme je m'excuse, je te pardonne. C'est un peu ça? Non, mais les gens sont pas... Dans les médias, tu entends réconciliation. Le gars qui passe ses journées à l'usine ou dans une shop, réconciliation. C'est quoi, on fait réconciliation aux Autochtones? C'est quoi cette histoire-là? Ça va nous coûter combien, toute cette histoire-là? Sans aller en profondeur, qu'est-ce que ça va permettre une réconciliation? Je l'ai mentionné tantôt. Premièrement, ce qui est recherché, c'est le sentiment d'appartenance. Est-ce que demain, on peut dire on va défendre le pays puis on fait partie du même pays, là? Parce qu'actuellement, c'est mitigé. C'est ce qui est recherché, dans le fond. Mais pour ça, il faut que la population, les gens soient mieux informés c'est quoi la réconciliation. Quels sont les bénéfices d'une réconciliation, à part juste dire « je m'excuse », puis on va mettre en place des programmes de guérison. Guérison, c'est pas juste partager les sévices sexuels, physiques, psychologiques qu'ils ont subis pendant des années, puis de permettre de se vider le sac. C'est encore plus loin que ça, c'est de permettre justement à développer un sentiment d'appartenance. On peut pas. Autant on met dans le fond de la gorge le mot réconciliation dans la population en général, autant on met dans le fond de la gorge des Autochtones, faut guérir. Encore là, il y a une mauvaise approche. Les intentions sont bonnes, mais on dirait le fond n'est pas nécessairement considéré. Il faut expliquer à la population, puis de part et d'autre, c'est quoi le bénéfice de la réconciliation. Manque de main-d'œuvre, manque de relève dans les entreprises. On parle de sécurité de nos ressources naturelles, on parle de sécurité de nos frontières. Un jour ou l'autre, il faut travailler ensemble. C'est ça, la réconciliation. Toute la plus-value que ça va apporter, qu'on puisse enfin avoir un sentiment d'appartenance, qu'on ne soit pas juste des maudits Indiens, qu'on soit un frère et sœur, qu'on se respecte mutuellement. C'est ça la réconciliation, dans le fond. Puis encore là, aujourd'hui, c'est mal expliqué. C'est mon impression. C'est mal expliqué dans les médias, c'est mal expliqué, c'est mal véhiculé par les gouvernements. C'est comme si, dépêchez-vous, on fait la réconciliation, puis on dit à large, on fait de la réconciliation. Alors, les Autochtones vont se guérir, puis après, on passe à d'autres choses, tout le monde est content. Non, il faut aller chercher le sentiment d'appartenance. Puis il faut que les gens puissent comprendre qu'il y a eu des préjugés, il y a eu des stéréotypes qui ont été véhiculés pendant des années, puis qu'il faut se débarrasser de ça. Parce que c'est ce qui continue à nourrir ce mur-là, puis c'est ce qui continue à nourrir là, cette méfiance mutuelle. C'est ce qui permet là, justement là, contribuer à notre division.
Puis on travaille mal ensemble à cause de ça. Ouais. Fait que c'est pour créer une harmonie qui n'existe pas en ce moment. C'est ça. Puis ça, c'est au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel. La réconciliation, je le vois au niveau individuel, que ça va permettre de faire en sorte que les gens vont se sentir mieux individuellement. Tu sais, tu regardes les statistiques au Québec, les communautés autochtones versus allochtones, tu regardes sur plusieurs facteurs. Le développement socio-économique est beaucoup moins bon, le taux d'emploi est beaucoup plus faible, le taux de suicide super élevé par rapport au reste du Québec. Tu sais, je veux dire, ça prend pas la tête à Papineau pour voir d'où ça vient, cet écart-là. Puis j'ai l'impression que réconciliation, ça veut aussi dire de se serrer les coudes, tout le monde ensemble sur le territoire du Québec, puis de se dire, nous, on n'accepte pas en tant que société, en tant que province, on n'accepte pas qu'il y ait des gens que simplement parce qu'ils sont nés à un endroit ou un autre, ou dans une identité ou une autre, aient un niveau de vie qui est plus faible que celui des autres. Tu sais, je veux dire, juste de voir les statistiques, là, c'est... Tu trouves les yeux par rapport à ça. Puis franchement, là, avant de commencer à faire ma recherche il y a quelques mois sur ces sujets-là, j'avais aucune idée de ça. J'avais jamais entendu parler de ça. Les gens, tu sais, c'est pas qu'on veut faire... On veut donner un sentiment de culpabilité à la population. C'est pas ça partout. On veut que les gens soient compréhensifs. Parce que souvent, quand toi, tu as quand même compris un peu les statistiques, mais si on présente des statistiques à la population dans les médias, si on les présente ces statistiques-là, souvent les gens vont se braquer. Il y a toujours ce sentiment-là. On essaie de me faire sentir coupable. C'est pas ça nécessairement. C'est non, je veux qu'on tu réalises qu'on peut être tellement plus ensemble, dans le fond. Oui. Ben, merci pour ça. Je pense que ça m'éclaire beaucoup, puis c'est vraiment bien dit. Fait que le concept de réconciliation, oui, c'est ça. Quand on se met à faire un petit peu de recherche, on voit en surface qu'on en parle, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond là-dedans. Là. Puis un autre thème, justement, que en commençant à faire ma recherche, je me suis rendu compte que je me butais à ça constamment, c'est le terme culture. Je me suis rendu compte que je savais pas vraiment ça veut dire quoi. C'est vraiment un terme large qui a l'air de prendre en compte plusieurs choses, ce qui veut dire tout et qui veut dire rien un peu à la fois. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Fait que j'aimerais ça peut-être avoir ta perspective. Comment est-ce que tu définirais ça, la culture? Puis comment est-ce que tu vois l'importance de conserver la diversité culturelle, peut-être autant au niveau collectif qu'individuel? Ben, je pense, tu sais, la diversité culturelle, je pense que c'est une richesse à toute société. Ça permet justement d'être plus créatif, ça permet d'être plus ouvert, ça permet de créer un espace là, qui permet justement à grandir. Là, je pense que c'est ça, la diversité culturelle. Mais la culture, c'est quoi? La culture, pour moi, c'est la langue. La culture, c'est le lien avec le territoire. C'est l'histoire en lien avec ce territoire-là. C'est notre relation avec les animaux. C'est notre relation avec les arbres. C'est notre relation avec la nature, l'eau, les montagnes. C'est lié vraiment à notre identité. Notre culture, c'est qu'est-ce qui nourrit ton identité. Qu'est-ce qui fait de toi un être qui est comme ça, dans le fond. Puis, tu sais, je reviens un peu... puis quand je pense à la culture, comme tu dis, là, on dirait que c'est pas défini clairement. Nous autres, on a un lien, on connaît notre territoire, on sait c'est quoi notre lien par rapport au territoire. Mais notre territoire, c'est nos chimiques, nos miques, c'est notre sang. Nos miquines, c'est notre mémoire. Tout est lié. Notre sang, le territoire, notre mémoire. C'est tous des mots qui ont en quelque sorte des liens. Si on regarde l'étymologie des mots autochtones, atikamekw, tout fait du sens. T'sais. Autant la création que ta naissance, ton être humain, tout est dans notre construit, on va dire ça. Tout ça ensemble, c'est notre culture, dans le fond. Notre relation avec les autres, comment qu'on se comporte avec les autres, ça fait partie de notre culture. Notre culture, il y a eu... puis nous autres, on a toujours été des gens qui partagent.
Puis à un moment donné, on s'est rendu que l'autre bord partage. Ils ne veulent pas partager. On a accueilli les gens à bras ouverts, très contents. Occupez ici, nous autres, on va faire ça. Je vais juste donner un exemple. Puis là, quand il y a eu la dynamique des droits civiques autochtones, des mouvements qui se sont mis en place, à un moment donné, là, il y a eu des revendications territoriales qui ont commencé, qu'on a embarqué dans un programme fédéral sur les revendications territoriales. Puis qu'est-ce qu'on avançait à ce moment-là, c'est qu'on veut récupérer nos terres. Puis pendant des années, ça a été comme ça la dynamique, on veut récupérer nos terres. Ben, les aînés ont développé leur narratif, ont développé leur réflexion également. On veut un meilleur respect, parce que nos valeurs, c'est on partage. On veut pouvoir gérer ensemble, travailler ensemble, développer ensemble. Les années 90, c'est là que ce narratif-là s'est accentué, on va dire. Parce qu'on revenait à nos valeurs de base. T'sais. Là, on était dans une situation plus dynamique, revendication, colère, parce qu'il y avait des mouvements rapides. Puis là, après, prendre le temps de réfléchir, puis de voir les choses, puis de raisonner par rapport à ça. Là, on veut travailler ensemble, comme dans le temps, là, comme nos ancêtres voulaient, travailler ensemble, développer ensemble. Puis là, cette dynamique-là, c'était un territoire de cogestion, de partage, de faire les choses ensemble correctement, prendre en compte nos valeurs, nos besoins socio-culturels, nos besoins socio-économiques. Et c'est ce qu'on propose auprès des gouvernements là, quand il y a différentes situations qui se présentent en lien avec les ressources naturelles puis le territoire. C'est ce qu'on veut. C'est un co-développement, une meilleure participation, une meilleure écoute de nos préoccupations. C'est simplement ça. Puis, je pense qu'on a un peu la dynamique. Il y a toute une histoire, il y a tout un bagage, il y a tout un apprentissage, il y a toutes sortes de stéréotypes, de préjugés qui ont été ancrés dans l'imaginaire collectif, qui fait en sorte que c'est difficile d'atteindre, même si c'est pas trop, c'est pas compliqué, c'est difficile d'atteindre ce qu'on demande, dans le fond. Un dernier point, peut-être on pourrait finir là-dessus. Okay. J'ai lu dans un rapport, je pense une étude qui a été faite en collaboration avec le Conseil de la Nation Atikamekw, si je ne me trompe pas, que le thème, si on veut, le concept de droit territorial, il a fallu comme l'adapter au concept juridique qui est, je ne sais pas si c'est français ou anglais, mais qu'il a fallu l'adapter un peu, puis que dans la perspective Atikamekw, le droit territorial, c'est un peu différent, puis c'est lié aussi à la responsabilité sur le territoire. Je ne sais pas si tu peux parler de ça un peu. OK. Excusez. Ben, c'est ça. Chez les Autochtones, la vision, puis je pense que c'est défini également par la Cour suprême, là, les Autochtones ont une relation particulière avec le territoire. Oui, on est gardien du territoire, oui, on est surintendant, oui, on est responsable de veiller, à protéger, entretenir notre relation, mais également de protéger le territoire, d'entretenir la relation avec le territoire. C'est dans notre concept à nous, le territoire nous donne notre nourriture, nous donne nos savoir-faire, nous parle. Le langage vient du territoire également. Les animaux parlent de notre territoire. Il y a beaucoup d'histoires de légendes qui est liée à tout ce concept-là. Pourquoi qu'on respecte beaucoup le territoire et la terre. Parce qu'il faut la protéger, parce qu'on vient de là, en quelque sorte. Donc, c'est pour ça le concept de terre-mère également. Donc, tu sais, on peut pas, on peut pas posséder notre mère à moins que tu veuilles vendre ta mère, là, tu sais. Ouais. C'est là qu'il y a un gros concept aussi, qui est winner chez peut-être certains individus, ils sont peut-être déviants de cette façon-là dans la société en général, mais chez nous, tu sais, c'était un peu ça. Ça vient de là, le concept, là, tu sais. Il faut protéger le territoire. Fait que le droit de propriété est différent.
La colonisation s'est faite sur un concept de droit de propriété qui est emprunté au droit romain, la common law également. Là, ici au Canada, c'est un mélange de deux lois, privé, public, common law public, droit privé. Au Québec particulièrement, c'est du droit, c'est du droit civil qui est d'héritage française, qui, en quelque sorte également, eux, ont de l'héritage qui vient du droit romain. Il y a toute une histoire qui vient avec tout ça. Donc, le concept de droit de propriété, où est-ce qu'un parcelle de territoire t'appartient réellement, puis tu as un bail là-dessus, je veux dire, c'est un droit de propriété, tu as un document qui te donne la propriété de ce terrain-là. C'était pas nos façons de faire. Mais la colonisation a fait en sorte que ça s'est développé comme ça. Et quand il y a eu des représentations, quand il y a eu des évaluations, des jugements, quand la Cour a fallu qu'il se penche sur ces principes-là, parce que les Autochtones disaient c'est notre territoire, donc ça nous appartient. C'est là qu'ils ont développé un peu là, ce concept-là, différencier le droit du système et le droit des Autochtones. En même temps, c'est peut-être un concept qui peut peut-être nuire aux Autochtones, mais c'est pas nous qui l'avons développé. C'est la Cour suprême qui se donne des raisons logiques pour différencier leur système et le système des Autochtones, puis qui vient définir en quelque sorte quelle est la relation que les Autochtones avaient avec le territoire. C'est un droit qui est à part, c'est un droit qui est sui generis, c'est un droit qui est particulier, c'est une relation qui est particulière également. Et puis, pour pouvoir violer, en quelque sorte, les droits autochtones et venir modeler ou affecter des droits ancestraux de cet ancestral, c'est là que les gouvernements ont besoin d'aller chercher un consentement. Très important. Un consentement en bonne et due forme. Puis ça, c'est venu d'un principe que la Cour suprême a développé qui s'appelle l'intérêt général. C'est utilisé autant ici qu'ailleurs dans d'autres pays coloniaux, on va dire ça, qui se sont développés par la colonisation. L'intérêt général, en quelque sorte, moi, comme je le définis, puis j'ai déjà fait des représentations auprès de gens de la magistrature par rapport à ça, je leur ai dit, je posais une question, c'était bien jovial, c'est rien de formel. Je disais, est-ce que, en réalité, là, parce que l'intérêt général, c'est comme un principe que la Cour s'est donné pour se donner bonne conscience, en réalité. On va violer, on ne respecte pas l'état de droit, on va violer, mais pour pouvoir le faire, il faut avoir un test qui est de l'intérêt général. Okay. Je vois le genre. Fait que là, ce test-là, si on remplit les critères, mais on peut violer les droits ancestraux. Parce que la Cour est venue inventer un principe qui s'appelle l'intérêt général, où ça donne bonne conscience à la société et à la Cour de pouvoir violer les droits ancestraux. Mais encore là, il faut aller chercher un consentement là, en bonne et due forme. Puis c'est souvent là que la pierre angulaire, les conflits avec les Autochtones, il y a des projets, il y a des ci, il y a des ça. Les Autochtones disent on a des droits sur le territoire, venez vous asseoir avec nous autres, on va discuter, on va avoir une entente. Il y a de quoi à faire, il faut s'entendre avant que vous développiez votre projet. C'est là que souvent il y a des conflits sur la question du consentement. Il n'y a pas de modèle bien défini du consentement. Comment chercher le consentement? Des fois, il y a peut-être des gouvernances autochtones un peu moins dures par rapport à ça, fait qu'ils vont aller chercher plus facilement leur projet. D'autres groupes autochtones vont être plus durs par rapport à aller chercher le consentement. C'est pour ça qu'à l'occasion, il y a des conflits. OK. Fait que c'est un peu, ça revient au débat de savoir est-ce que le consentement veut dire, parce qu'il y en a, ceux qui n'aiment pas ce concept-là disent c'est comme un droit de veto. C'est ça. Alors que de ma compréhension, l'idée, c'est pas de créer un droit de veto. L'idée, c'est d'aller chercher une discussion puis de trouver un compromis au bout du compte. Mais ça, je pense que c'est... Ce que je comprends quand ils disent là, un droit de veto, c'est comme si, dans leur tête, systématiquement, les Autochtones vont refuser. C'est comme si on empêchait le développement. On n'est pas nécessairement... On n'empêche pas le développement, mais on ne veut plus être spectateur. Il faut que ça soit fait de façon respectueuse, en lien avec nos valeurs,
avec une haute valeur de protection. Il y a moyen de faire du développement sans nécessairement tout saccager ou sans mettre à risque. Il y a des technologies aujourd'hui qui vont permettre d'éviter des catastrophes, mais il faut juste mettre l'argent nécessaire pour mettre la meilleure chose, le meilleur modèle, la meilleure technologie pour que ça se produise comme ça. Également, on veut pas être spectateur, donc on veut travailler, on va avoir des contrats, puis on est propriétaire du territoire. Donc, quand on parle de rente, ça peut être une rente économique, ça peut être des dividendes qui vont permettre justement aux gouvernances autochtones de pouvoir offrir des meilleurs services à leur population, peut-être des maisons. Il y a tout ça qui vient en ligne de compte. Il y a toujours moyen de s'entendre. Puis moi, franchement, là, par rapport au développement du territoire, je peux pas faire autrement qu'être optimiste parce que j'ai l'impression de plus en plus, avec les nouvelles générations, les gens sont plus conscientisés sur l'impact des humains sur l'environnement. Puis je pense que ça va être de plus en plus faire partie de notre conscience collective. Fait que je dirais que, de mon point de vue, en tout cas, ça peut pas s'empirer, ça peut juste s'améliorer. C'est ça. Le Canada puis le Québec, on a des vastes territoires, beaucoup de ressources, beaucoup de potentiel. On est quand même un bon pays là, au niveau du classement de l'index d'habitabilité. Mais pourtant, on devrait être numéro 1 ou numéro 2, pays le plus riche au monde, où est-ce que tout le monde est capable de vivre très convenablement. Ouais. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Merci beaucoup, Constant Ouachif, grand chef de la nation Atikamekw. Il y a une dernière question que j'aimerais poser, si tu as le temps. Là. Tu disais que tu avais 2 titres, celui de grand chef et celui de président. Peux-tu expliquer pourquoi tu fais cette distinction-là? OK. Dans le fond, je suis grand chef de la nation Atikamekw parce que je suis élu au suffrage universel par l'ensemble des membres des 3 communautés Atikamekw. Ça, c'est mon chapeau politique. Mais de facto, quand tu es élu grand chef de la nation Atikamekw, tu deviens également président de la corporation du Conseil de la nation Atikamekw qui offre des services là, aux communautés, que ce soit aux services techniques, développement économique, l'employabilité, les services de protection de l'enfance également, langue et culture. C'est ce que c'est la corporation du Conseil de la nation Atikamekw. Cool. C'est une bonne conclusion. Merci beaucoup. Merci.